des négociations, qui ont les leviers. Les grands lobbies financiers sud-africains disent que oui, monsieur Mandela, à partir du moment où tu ne vas pas dans une réforme brusque, forte, brutale, tu vas sur une réforme de 30% sur les 10 ans. On va accompagner sur le plan financier. Et cette disposition constitutionnelle accompagne donc 30% en 2014, 10% encore jusqu'en 2024, 30%, on devait déjà être à quoi? 62% d'une réforme relativement agraire, même s'il restait 30%. Voilà là où moi, je dis, je regarde, on verra, mais laissez-moi être un peu sceptique. Allez, sauf que depuis l'audit effectivement présent de 2017, plus de 25 ans après donc l'apartheid abolie en 91, seuls 4% des terres arabes appartiennent à des Noirs, alors qu'ils représentent 80% de la population. À l'inverse, 72% des terres sont détenues par 36 000 fermiers blancs. Tout à fait. Alors que les blancs ne représentent moins de 8% de la population. Alors, comment voudrait donc président Mandakani qu'un tel statu quo soit maintenu à la tête d'un État comme celui de l'Afrique du Sud? D'abord, il faut rappeler que nous donnons l'impression d'être divergents, fortement divergents, alors que souvent, si on s'écoute, on dit la même chose. On dit la même chose, souvent quoi qu'on est divergent, c'est important de s'écouter, alors que souvent on dit la même chose. C'est le cas entre Jonathan et le professeur Bekima, parce qu'il est professeur, n'oubliez pas. Voilà. Il y a un vrai professeur d'ailleurs. C'est le cas entre le professeur Bekima, Jonathan et le professeur Belek. C'est le cas entre Jonathan et Tassinda. C'est le cas de Tassinda et le docteur Bekima. Parce que quand j'ai eu le temps d'écouter, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas trop de... non, il n'y a pas de désaccord fondamental. Il y a des nuances d'approche. Bertrand fait une nuance d'approche forte sur la position de Ramaphosa. Alors que Jonathan et les autres, on est sur des principes, c'est-à-dire que la posture de Ramaphosa dans le cadre de la crise en RDC, c'est dans le cadre des principes. Le principe. C'est comme, on est obligé de saluer ça, le principe. Tu connais toutes les bandes de Ramaphosa, il n'y a pas de débat là-dessus, mais je salue. Ces postures de dernier sens, je les salue et je le félicite pour ça. Alors, donc c'est dans ce sens, Jonathan. Il n'y a pas de contradiction majeure entre toi et le Dr Bekima. La problématique du fédéralisme idéologique aux États-Unis et du comment je vais appeler ça, du fédéralisme, je veux dire ça comme ça, ce que Bekima appelé hamiltonien, et que Donald Trump a essayé de reprendre. Il faut écouter son discours d'investiture et d'autres discours qu'il a eu à faire, ces différentes références. Tu comprends bien ce qu'il y a au fond. Mais je vais dire ça très simplement. D'une autre manière, l'analyse politique et géopolitique, quand on l'a fait, il y a plusieurs manières de l'aborder. Il y en a qui vont privilégier ce que je qualifie l'approche idéologique. L'approche idéologique consiste à faire dépendre les facteurs économiques, les déterminants économiques, les faire dépendre des facteurs idéologiques. On considère que le facteur idéologique détermine les positions, la réalité. Il y a l'autre approche qui consiste à partir de la dynamique économique, n'est-ce pas, pour essayer d'envisager, n'est-ce pas, ou bien de construire les rapports de force, les évolutions futures. Qu'est-ce que je veux par là dire? Trump. Si on ne prend pas en compte la contradiction qui travaille aujourd'hui, je l'ai dit, qui travaille le monde capitaliste et la fracture qu'elle a créée en son sein et au sein de l'Occident. D'abord, puisque l'Occident a dominé le monde sur la base du paradigme capitaliste. Hier,
entre autres, ce qui a fait la force de l'Occident, c'était entre autres sa relative unité. C'est-à-dire qu'il y avait une unité occidentale autour du capitalisme. Le capitalisme faisait l'unité fondamentale de l'Occident. Je te dis ceci, Jonathan. La bifurcation qu'a prise le mondialisme, à savoir qui est une mutation du capitalisme pour faire du capitalisme désormais une aventure une aventure qui désormais n'est plus seulement économique, mais devient politique, dans le sens que les acteurs capitalistes orientent l'avenir du monde. Jonathan, c'est toi tu parlais de Elon Musk. C'est ça les enjeux aujourd'hui autour de la 4e révolution industrielle et tout ce qu'il y a dedans, à savoir la destinée de l'espèce humaine. Tu as l'autre, appelons ça le vieux capitalisme, appelons ça comme ça, qui lui considère que ce sont les nations qu'il faut préserver. Donc, si tu t'écartes de cette fracture fondamentale, tu ne vas pas comprendre Donald Trump. Tu vas le réduire à ce que tu appelles chef de voyou. C'est ça le problème. C'est ça la divergence de toi et Bekima. Et il est là. Si il n'est pas d'accord avec moi, le débat est ouvert. On est là pour débattre. On débat. Le débat ici, il n'y a pas de maître ici. On est là pour débattre. Donc, c'est ça. Donc, je pense que on ne comprend pas ça. Si on s'écarte de cette rupture qui s'est opérée au cœur du capitalisme, qui fait même qu'il y a même une sécession, on va dire la deuxième sécession et la troisième sécession. Première sécession, c'est le schisme historique, le schisme, Rome. Deuxième sécession, la bagarre entre Constantinople, tout près, et les Russes, turco-ottomans et les Russes. Aujourd'hui, il y a une troisième sécession de l'Occident. C'est la même dynamique qui sont en train de mûrir, qui mûrissent. Cette sécession, c'est qu'aujourd'hui, le capitalisme s'en fiche pas mal des peuples. Tout à fait. Il en a fini avec le peuple, il en a fini avec la force de travail humain. Il est en train d'inventer une nouvelle force de travail qui est le robot, qui va déclasser l'humain. Et cet humain-là, par le néo-malthusianisme, il faut nettoyer la terre. Il faut nettoyer la terre qui est submergée par un surplus d'humains inutiles. Qu'il faudra nettoyer. C'est ça les enjeux écologiques, c'est ça les histoires autour du climat, etc. Les enjeux autour de la santé, autour des pandémies ou bien des pandémies, si tu veux. Donc, voilà. Si tu comprends, sinon, tu réduis Tom à un voyou comme tu fais. Non, il n'est pas que ça. C'est vrai, c'est un chef voyou. Mais, tu dis que Tom est voyou, ça veut dire d'abord que l'Amérique, c'est un État voyou. Tout à fait. Voilà, parce que c'est une mafia. L'État américain est une mafia. Elle est une mafia comme ça. Donc il est normal que tous ses meilleurs enfants soient des mafieux. Trump en est un. Mais même entre les mafieux, il y a une différence. Je ne dirais pas ce qu'à dire qu'il y a les bons mafieux et les mauvais. Mais il y a les mafieux différents. J'ai eu peur de ça. Voilà. Non, il y a les mafieux différents. Même les mafieux ont des intérêts différents. Divergents. C'est important, il faut bien comprendre ça. Alors, quand Donald Trump vous dit « je quitte l'OMS », nous on est content, oui ou non? On est content. Et alors? Et c'est important parce que dans l'enjeu de l'OMS, c'est la survie de l'espèce humaine. Puisque les vaccins et consorts, il n'y a plus de débat dessus, on sait où ça part. Tout à fait. Quand Donald Trump, quand le Congrès américain pond enfin un rapport où on reconnaît que le Covid, c'était une escroquerie mondiale. C'est-à-dire un des plus grands crimes contre l'humanité. Et que Donald Trump nomme comme secrétaire à la santé quelqu'un qu'on appelait hier complotiste, qui est le petit-fils de Kennedy, qui lui vient dire que je viens nettoyer cette affaire et que maintenant il faut qu'on arrête Fauci, le cerveau du crime lié au Covid. Fauci. Est-ce que oui, Fauci. Fauci, moi je dis quoi avec Fauci. J'essaie d'américaniser le nom. Tu l'appelles comme un Italien. Oui, si tu veux, Fauci. Il doit être italien en passant. Donc, quand Trump le fait, on est content. Ça nous concerne directement. Voilà. Il a comme ça, comme tu as parlé du genre, c'est pas seulement le seul endroit. Il y a beaucoup de sujets comme ça. Nous sommes on est d'accord avec lui. Et là, ça fait pas de lui un chef voyou. Ça veut dire quand même qu'il connaît un peu ce qu'on appelle, un peu dans une certaine mesure, l'espèce humaine. Mais, Président, est-ce que les voyous ne connaissent pas l'espèce humaine? Il y en a qui ne connaissent pas. Les voyous sont pères d'enfants. Les voyous de l'État profond démocrate. Je parle, est-ce qu'ils connaissent l'espèce humaine? Non, eux, les pervers, c'est autre chose. Mais si ça te dit, non, il te dit que tiens. Mais Président, il faut tenir compte aussi de ma typologie. Il y a les pervers d'un côté et les voyous d'un côté. Non, je dis ceci, on ne se comprend pas.
quand, dans le rapport géopolitique, je ne te l'apprends pas. L'émotion passe en second. On est d'accord? Tout à fait. Donc, j'ai dit Trump est un allié objectif, non? Oui. Mais alors, c'est tout ce que je te dis. Le débat est clos. C'est ce que Becky m'a essayé de te dire. Et nous devons te dire compte de ça. Deuxième chose, Trump n'est pas encore installé au cœur du pouvoir. Il vient de s'asseoir. Et l'État profond précipite des dossiers pour l'embarrasser. D'abord, il y a eu ça dans son premier mandat. Dans son premier mandat, il a vécu ces moments. Il y avait des situations où il prenait des positions qui paraissaient contradictoires parce qu'il fallait qu'il gère l'État profond, qu'il la m'aidait sérieusement. Donc, l'État profond pousse des dossiers en avant pour le coincer et l'embêter. Il a une majorité. Oui, le temps. Certaines déclarations inquiètent un peu. La déclaration, par exemple, sur Gaza, c'est-à-dire que même les Juifs en Israël lui ont dit que c'est pas possible. Tout à fait. Même les Juifs, Tout à fait, lui ont dit que c'est pas possible. Tu peux pas faire ces déclarations. Il a reçu une tous les alliés des États-Unis. Maintenant, il faut qu'on s'entende. L'Égypte et tout. Il faut qu'on s'entende. Est-ce que c'est Gaza? J'ai dit qu'il a raison. Mais quand je parle de... Je dis que... Mais toi, j'appelle Trump qu'il a le comportement de fou. ouais. Mais j'ai tout à l'heure, moi et toi, d'accord que... Est-ce qu'un jour politique, on gère ce genre d'émotion? Non. Je dis qu'à partir du moment où il est l'allié objectif, on le gère en tenant compte de ça. C'est ce que je suis en train de te dire. L'Afrique n'attend rien de Trump. Si un Africain a quelque chose de Trump, c'est son problème. Ouais. Nous, ce qu'on voulait de Trump, c'est qu'il vienne faire ce qu'il est en train de faire là, sur le climat. Quand il sort de l'accord de Paris, tu es content, oui ou non? Je suis content. Très content. Ouais. Bon alors, il y a des Africains qui ne sont pas contents parce qu'ils recevaient les miettes de tout à l'heure on reviendra sur l'UCD. On reviendra sur ça, ils veulent mourir. Mais ils s'en fichent des intérêts supérieurs de l'être humain et de l'Afrique. Tout à fait. Becky m'a dit ceci. Trump, mais en attendant que ces hommes de confiance qu'il veut placer sont en train de faire face à l'état profond à travers les consultations. Il faut qu'ils passent ça plus à nos mains. Parce que quand on te retire un homme de confiance, ça change la donne. Donc, à l'intérieur de ces placements-là, l'état profond accélère certains dossiers qu'ils ont pour le coincer. Mais en dehors de ça, c'est un fou. C'est un même petit suprémaciste. Oui. Voilà, il y a tout ça. Il donne cette impression. Il donne cette impression. Il a fait l'éloge des pionniers dans son discours. Voilà ce que j'aime sur toi. Mais maintenant, il a fait l'éloge des pionniers dans son discours inaugural. Quand nous disons quelque chose, on demande, voilà, très bien. Il est suprémaciste. Pas comme certaines personnes disent souvent. La preuve, c'est qu'il fait le loge des pionniers. Et il considère donc que les Indiens ne valent rien. Voilà. À ce niveau, c'est un suprémaciste. On connaît tout ça. Bon, à partir du moment où il est suprémaciste, tu es surpris de ta position sur l'Afrique du Sud? Non. Tu es surpris? Non. Alors, donc, de ce point de vue-là, il était important qu'on clarifie ça. Il y a beaucoup de choses que nous disons où nous sommes liés, n'est-ce pas, de manière fondamentale. On fait comme si on est en contradiction, alors que il suffit de s'entendre, on verra qu'à la fin, en fait, on est arrêté sur les mêmes positions. Donc, aucun panafricaniste sérieux ne peut attendre quelque chose de Donald Trump. Bien sûr. C'est qu'il fallait réviser tes cours panafricanistes, parce que ça t'atteint ne tient pas. Bien sûr. Alors, nous on attend seulement qu'il limite la casse. Il fallait, bon, Jonathan, donc tu voulais que Kamala arrive pas. Jamais. Mais alors, il fallait tout faire que la porteuse de talons ne passe pas. Ça nous arrangeait la victoire. Très bien. Donc maintenant, le reste alors, on commence la guerre avec lui. Oui. Mais on sait que, voilà, ça ne sera pas les Kamala Harris. Ouais. Voilà. Quand je dis ça, je reviens maintenant sur l'Afrique du Sud. Fabrice. Ouais, l'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique a trop de problèmes. Ça dit, est-ce que vous savez ce qu'on veut nommer? Au-delà de vous parler de la terre, tout ça, c'est bien tout ça. Est-ce que vous savez qu'on est en face d'un processus qui se fait devant nous, visant à normaliser l'inacceptable et l'intolérable? Les Occidentaux sont doucement, avec la complicité des Africains, historique de Ramaphosa et de Mandela. Je veux dire qu'il y a Mandela 1, Mandela 2. Mandela 2, c'est la négation de Mandela 1. Je voudrais dire ça ici. Vous êtes ça ici. Je suis d'accord. Voilà. Non, Mandela 2, c'est depuis qu'il est sorti de prison, il a commencé à négocier. Le prix Nobel de la paix. Très bien. Qui a été célébré, élevé au niveau d'un demi-dieu par les Blancs. Universel. Et qui a trouvé que Winnie Mandela était pire que Peter Botha.
Vous ne citez que Peter Botha. Ce sont ces conséquences qu'on est en train de gérer jusqu'à présent là, je vous dis. Alors qu'est-ce qu'il y a au fond? On est devant vous, l'Occident est en train de vouloir normaliser l'inacceptable et l'intolérable. C'est quoi? Ça, comprenez bien Donald Trump. On veut nous faire admettre que désormais, les Huguenots là, les gens là, sont chez eux en Afrique du Sud. Tout à fait. Si vous acceptez ça, c'est fini. C'est fini. Et moi je vous dis, ce n'est pas un enjeu seulement sud-africain, c'est la mort de l'Afrique. Parce que qu'est-ce qu'on veut greffer? C'est une greffe. Je répète encore, c'est une greffe. Elle est même plus qu'anthropologique. C'est une greffe. Elle est plus qu'anthropologique. Je ne dirais pas raciale. Pour que professeur Bellet, qui est spécialiste du racisme, là, il va voir si en disant son bascule dans le racisme. Mais j'ai dit, c'est une greffe plus qu'anthropologique. C'est un mélange. On est en train de faire une fusion. Et comme par hasard, ton ancien ami Hachem Bembe adore les fusions. Il adore, je dis ton ancien ami. Je n'ai pas dit que tu es toujours son ami. Il adore les fusions, le créolisme, des bêtises comme ça. C'est-à-dire le syncrétisme. En fait, c'est une espèce de greffe, j'allais dire, elle est même génétique. Non, c'est sérieux, écoute-moi très bien. La greffe vise à faire admettre que les Huguenots sont désormais chez eux, comme Israël, les sionistes sont chez eux en Palestine. Tout à fait. C'est ça. Écoutez-moi très bien. Si vous admettez ce principe, ça a des conséquences. Et je vais vous dire pourquoi Bertrand ne s'entend pas avec Ramaphosa. C'est ça mon problème. C'est-à-dire que si vous admettez le principe là, ça a des conséquences. C'est-à-dire, le vrai débat, c'est de savoir, est-ce que nous admettons que les Huguenots blancs en Afrique du Sud sont chez eux? Sont chez eux. Voilà le vrai débat. Ont même droit à une miette de terre. Voilà le vrai débat. Tout à fait. Une miette de terre. C'est vrai. S'ils sont chez eux, ça a des conséquences que ça entraîne. Un, l'Afrique du Sud n'est plus un pays africain. Négro-africain. Or, je vous rappelle que historiquement, l'Afrique du Sud, c'était un État négro-africain. L'Empire Sosa. 100%. Comment on fait pour nous dire, nous faire admettre que ce pays n'est plus un État négro-africain? Alors, président, beaucoup diront que refuser d'admettre aussi la contribution, ou alors l'idée de la présence des Afrikaners, ou alors que, comme vous les appelez, ce serait rejeter un pan de l'histoire de l'Afrique du Sud. Si vous ne connaissez pas, je n'ai jamais levé si je pars. Mais c'est bien de faire ça, parce que vous reprenez des arguments qu'on révèle quoi? Ce serait faire comme une forme de passer l'éponge sur une bonne partie de l'histoire africaine. Hitler, c'est l'histoire de l'Europe, non? N'est-ce pas? Oui. L'antisémitisme, c'est une histoire de l'Europe, non? N'est-ce pas? Mais je vous réponds, non? Regardez comment. N'est-ce pas? Pourquoi ces gens-là disent que c'est le péché des péchés? C'est-à-dire qu'on ne transige pas dessus, on ne négocie pas dessus. Pourquoi? Parce que tous les parties de l'histoire sont acceptables et normalisent des choses qu'on ne peut pas accepter, monsieur. Tu ne viens pas chez moi prendre ma maison et me dire que, monsieur, dis qu'il était normal que je prenne ta maison. C'est normal. Ne rappelle plus jamais un jour que c'était ta maison ici. Oublie que c'était ta maison. Moi et toi, on n'a même pas l'égalité. Ce n'est pas ta maison. C'est désormais la mienne. Mais vous êtes sérieux? C'est ce que moi, je peux pardonner à Mandela. Moi, Babacar. Il aurait même fallu qu'il ne lutte même pas. Au lieu de faire ça, il aurait fallu qu'il ne lutte même pas. Qu'il fasse autre chose. Lui qui met les bases des accords sur la répartition des terres. Je vais vous dire comment l'affaire est très avancée, c'est grave. Parce que vous faites le débat, vous tournez. La terre n'est que. La terre, c'est un aspect d'un problème plus profond. Oui. Les Huguenots sont-ils chez eux, oui ou non? Et quand on n'est pas chez soi, est-ce qu'on se comporte comme si on était chez soi? Au point de tout prendre. Vous prenez les choses des gens, vous les massacrez, vous les tuez pendant plus de 300 ans. Vous imposez les négociations. Et on fait les négociations bidons, vous ne perdez rien. On ne vous juge même pas. Parce que si on vous énerve, vous allez partir avec l'économie. Et que si vous partez avec l'économie, ils vont mourir de faim parce qu'avant vous,
ils étaient affamés. Ouais. Il y a pas, vous êtes tellement des génies agricoles que si vous partez, les Sud-Africains vont mourir de faim. Ouais. Parce qu'avant vous, ils n'ont jamais su ce qu'on appelle se nourrir. Alors moi je vous dis, si vous admettez le principe qu'ils sont chez eux, mon cher Fabrice Ndom, il y a une conséquence. Les conséquences c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Je dis que c'est une greffe, c'est quasi génétique. Si l'Afrique accepte ce mélange en Afrique du Sud là, l'Afrique c'est fini, hein? C'est fini. Les gens qu'on a à l'Union africaine là. Tu parles de qui? Ce qu'on a là. De l'Union africaine? Oui. S'il te plaît, ne me donne pas les mots de tête. Donne pas les mots de tête. Je vais dire des mots que je ne peux pas utiliser ici. Si cette greffe là, si elle prend l'Afrique, c'est terminé. Pourquoi? Si vous admettez que l'Afrique du Sud appartient, que les Huguenots sont chez eux, vous oubliez la conception africaine de la terre. Je répète, vous oubliez la conception africaine de la terre. 2. Vous admettez que les terres là leur appartiennent. Vous admettez que les terres là leur appartiennent. 3. Vous acceptez, Jonathan, que désormais, parmi les valeurs économiques africaines, il y a le capitalisme qui est une valeur fondamentale. Parce que les Huguenots sont les capitalistes. 4. Vous acceptez que l'État n'a aucun droit sur la monnaie. Parce que là-bas, chez vous, là-bas, chez eux, là, la monnaie appartient... Le rente. Ça appartient à qui? La banque centrale appartient à qui? À des privés, aux blancs. Aux blancs. Écoutez bien. Ça appartient aux blancs. Donc, vous acceptez ça, cher ami. 5e conséquence, vous admettez qu'il n'y aura plus jamais d'armée nationale à l'Afrique du Sud. Ça serait une juxtaposition d'armée privée au service, je ne sais pas ce que vous appelez, je ne sais pas comment on va qualifier ça. C'est ça les enjeux. Vous vous êtes demandé pourquoi le criminel là, le buveur de sang qui est au Rwanda, peut narguer l'Afrique du Sud d'une puissance comme celle-là. Vous savez pourquoi? Il a ses données. Oui. Il a ses données. Et il sait ce que Bertrand vient de vous dire. Bien aimé de vous parler des derniers scores en Afrique du Sud. Je vous dis là où c'est grave. Parce que, je vais vous dire, même une des personnes, c'est que nous fondions beaucoup d'espoir, Julius Malema. Je vous dis à quel niveau lui-même a trempé dans cette affaire. Je vous dis à quel niveau. Ça vous surprendre, hein? Ramaphosa, c'est la question de la... Julius Malema est exclu en 92 du parti. Il est exclu de l'ANC à quelle année? Il est exclu de l'ANC, Fabrice, pour la question de la terre. Son parti l'a créé, son programme économique c'est la terre. En bataille avec Thabo Mbeki. Claire, c'est ça. Et on les chasse. Le parti là est créé là, son parti là. Ça n'a pas deux raisons d'être. Freedom Fighter a été créé pour la question de la terre. Ça n'a pas deux choses. Il est resté très constant. Mais il n'y a pas longtemps, Jonathan, ton ami Malema a mis du lot dans son vin à quel niveau? Malema dit maintenant que les LGBT, c'est une chose qu'on doit accepter, c'est une bonne chose. Malema. Je vous dis, allez, va te renseigner. Je suis très sûr. Allez fouiller, moi je vous dis. Le jour où j'ai vu ça, j'étais devant j'étais à la maison comme ça, j'ai fait au moins une heure de temps avant de retrouver mes sens. Mais je comprends. Dans le contexte de l'Afrique, si tu veux le pouvoir, ne touche pas au totem qu'on appelle nation arc-en-ciel. Vous vous demandez ce que veut dire nation arc-en-ciel? Ça veut dire nation LGBT. Laissez les gros mots là quand vous dites que ça c'est l'histoire de francs-maçons pour tromper les naïfs. L'histoire de Mandela. Le vrai sens c'est LGBT. Or que veut dire? C'est leur totem. Vous acceptez ça, c'est fini. Vous voyez comment ça commence à évoluer. Je vous dis, depuis quand Kagame, ce criminel, criminel assassin, un buveur de sang comme ça, depuis quand ce monsieur peut parler à l'Afrique du Sud? Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, je vais vous dire sur quoi il s'appuie pour parler, pour dire ce qu'il est en train de dire. Donc c'est ça. La question de la terre, ce n'est pas simplement cette affaire que vous entendez là, c'est tout ce que je suis en train de vous dire là. Or, à partir du moment où vous posez ce principe, Dr Bekima vous a expliqué quels sont les intérêts qu'il y a en Afrique du Sud, les liens qu'il y a entre ces intérêts, entre Trump, Israël et l'Afrique du Sud, et qui explique sa sortie. Je vous ai dit qu'à partir du moment où nous considérons qu'il est un suprémaciste, le débat est clos. On comprend pourquoi il a fait cette sortie. Donc, et nous, donc,
Nous, donc, maintenant, nous avons apprécié la réaction de Ramaphosa, Bertrand. C'est là où moi j'ai apprécié cette réaction. Il lui a demandé d'aller se balader, d'aller se faire foutre. Oui, voilà, c'est ça. Ramaphosa a été clair. Il va te faire foutre. Il lui a rappelé que ancien génocidaire. Oui. Vous avez génocidé les Indiens qui viennent parler ici. Oui. On se passera facilement. On apprécie ça. On a apprécié la réaction. C'est une bonne chose. Ramaphosa a été clair. C'est une très bonne chose. On espère simplement que Julius Malema et les autres, n'est-ce pas, le parti blanc qui fait sa main, le travail des noirs là, il faut le chasser. C'est un faux jeu. Il veut une majorité. Non, c'est le jeu. Ils sont en train de vouloir banaliser ce que je suis en train de vous dire. Et en acceptant le jeu de la fausse démocratie là, que le Mandela a amené là-bas, c'est la mort de l'Afrique du Sud. C'est que nous, président aussi, on a beaucoup apprécié le fait que l'Afrique du Sud soit dans les BRICS, a le plus petit produit intérieur brut, mais booste les BRICS. Hein? Oui. Rappelez-vous quand il a fallu se prononcer sur Gaza, même nos musclés russes étaient un peu j'ai crié ici avec Banda, on a dit, même maintenant notre ami Xi Jinping. Mais c'est Ramaphosa. Non, c'est le plus petit des BRICS. Oui, c'est lui qui a dit que c'est un criminel. L'action d'Israël à Gaza comme étant un véritable génocide. Voilà. Et demander même à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, de se saisir de ce monsieur. Voilà. Donc les positions de Ramaphosa, président. C'est ça que j'apprécie ainsi. Mais en même temps, Bertrand, là où ton interpellation est importante, c'est que à la fin, quels sont les intérêts de classe de M. Ramaphosa? Quels sont les intérêts de classe de l'ANC aujourd'hui? Vous voyez qu'une bonne partie de l'aile populaire de l'ANC est partie. Oui. Je dis et ça a commencé sous Mandela. Mandela va sortir le président. La coalition a été qu'on liquide l'aile révolutionnaire de l'ANC. Les combattants. C'était Chris Hani, c'était le Dolce Satemba, c'était le Winnie Mandela. Épouse, oui, Winnie Mandela. Oui. Le dernier à partir, c'est Julius Malema. Oui. La base populaire de l'ANC. Oui. C'est resté un parti quoi. Dites-moi, expliquez-moi comment un parti. Oui, c'est important. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Dites-moi comment un parti de masse populaire 11 millions mute pour devenir non, un drôle de parti bourgeois. Drôle de parti bourgeois parce que il n'est pas un parti bourgeois parce que historiquement il est porté par une classe industrielle autochtone qui a transformé l'économie du pays. Non, c'est le peuple. Non. Il est un parti bourgeois parce que les blancs font des cadeaux. Oui. On fait un compromis, on dit à Mandela, ok, crée une bourgeoisie noire. Mandela ramasse ses amis, il les donne des privilèges, les Ramaphosa, tout ça, tout ce que tu as cité là. Ils s'enrichissent. Ils s'enrichissent. Ils deviennent très riches. Et pour sanctuariser leur embourgeoisement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détachent carrément de leur base populaire. Ils vont donc habiter dans des quartiers riches, hyper protégés par des armées privées. Président, merci. Donc, cette AIC-là n'est plus, c'est complètement coupé du peuple sud-africain. Et là, ça justifie le fait qu'aujourd'hui, plus de 11 millions... mais c'est ça! Très bien. Ils ont vomi. Mon analyse est politologique. Est-ce qu'on n'est pas parti véritablement pour assister dans les jours à venir à la disparition pure et simple de l'ANC? Non, puisque après le pouvoir. Après Cyril, qu'adviendra-t-il? J'arrive, je vous réponds. Écoutez bien. La transformation de ce parti. Mbembe est un des théoriciens de cette transformation. Il allait s'asseoir à la fin de l'époque. C'est l'ancien ami de l'Union. Adorable Jonathan. Je te peux l'embêter, mais c'est l'ancien ami. Je l'ai lu. Il a lu ses recherches. Dans le parcours intellectuel, je l'ai lu. Bien sûr. C'est ça la créolisation de Mbembe. Il disait à l'époque une fusion afropolitaine. Il connaissait pas. Une fusion. C'est-à-dire un malade mental, c'est-à-dire des bidons. Mais en réalité, c'est un traître. C'est tout ce qu'il voulait cacher dans tout ça. C'est un parti de petits bourgeois, de nouveaux riches noirs. Vous savez pourquoi c'est grave? C'est grave parce que c'est basé sur la dénaturation et la trahison du combat mené par la population sud-africaine et toute l'Afrique derrière l'ANC. C'est ça le problème, Fabrice. Parce que maintenant, comme tu poses bien la question, ça dit que bon, ok, mais à la fin. Alors je vais te dire à quel niveau c'est grave.
C'est grave parce qu'à un moment donné, il ne restera là ainsi que des alliés avec le Parti blanc. Mais pour rester au pouvoir, merci. Tu te rends compte? Oui. Ils seront obligés de s'allier avec le Parti blanc. Pas perdre le pouvoir. Tout est bien. Les anciens criminels. Dans ce cas, Ils seront obligés de présenter Malema comme l'extrême droite. Oui, mais il est présenté déjà comme l'extrême droite. C'est pour ça que lui aussi, pour se donner, pour éviter ça, il a commencé à accepter le principe LGBT. Alors qu'avant, il était contre ça. Vraiment, je voudrais me tromper sur la question, hein. Il fallait te renseigner. Ouais, mais je vous dis que je l'ai écouté dire ça. J'ai écouté. Tu fais quoi, président, quand tu le dis, tu fais quoi? J'ai écouté. Donc, les évolutions politiques en Afrique du Sud sont très inquiétantes. C'est vrai. Très inquiétantes. C'est vrai. Si nous acceptons que la base économique de ce pays appartient aux Blancs, ça veut dire que c'est pas possible. Nous aurons déjà on aura déjà perdu le Nord, qui s'est maghrébinisé. On est passé de négro à maghrébinisation. Métis, afro, orientaux. Je dis bien à maghrébinisation. Maintenant, alors, au Kabla, au sud, qu'est-ce qu'on est en train de vous faire? Au flanc sud de l'Afrique, on est en train de créer un monstre. Un monstre. J'ai dit un monstre. Sous couvert de métissage, de nations arc-en-ciel, des bêtises comme ça, on veut reproduire ce que l'Amérique a fait là-bas aux Indiens. C'est une forme nouvelle de ses cheveux. Mais Fabrice, c'est grave. C'est grave. Donc, c'est donc pour ça que vous voyez, Salon Bertrand est en train de nous interpeller. Alors c'est allé tellement loin que même nos frères sud-africains, le peuple sud-africain, tellement désarçonné, s'est mis à haïr ses frères africains. Oui. Une xénophobie. De les crimes de xénophobie. Oui. Parce que tellement ils ont été désillusionnés et abandonnés. Et qu'ils ont dit que bon, ok, attaquons le plus proche, le plus faible. Nous ne sommes pas entrés dans les quartiers bunkerisés de nos anciens amis. Oui. De nos anciens amis. C'est ça. Défoulons-nous sur les immigrés. Les immigrés, les consorts. Dites-moi pourquoi Ramaphosa a fait tirer sur les miniers. C'est la deuxième fois qu'il fait tirer sur les miniers. Ancien président de la COSATU, Ramaphosa. C'est ce que moi je lui ai même pardonné. Je salue ses positions actuelles. Mais je demeure très méfiant à l'égard de l'homme. Je demeure très méfiant. Parce qu'un tel reniement de sa classe, un tel reniement des aspirations populaires d'un peuple, ils n'ont plus rien à voir avec le combattant de l'ANC que tu as connu, je vous dis, ça se voit. Ils n'ont plus rien à voir. Et ça se voit dans ça, ça se voit dans le forme agraire. Elle ne peut qu'être que le forme agraire. C'est-à-dire light. Mais tu sais, oui. C'est le forme agraire arc-en-ciel. Oui. C'est le forme agraire arc-en-ciel. Qui continue à légitimer la dépossession des Noirs de leur terre. Je vous dis, Fabrice, une réforme agraire à l'Afrique du Sud qui est basée sur ce genre de fanfaronnade, de reconnaître le moindre droit aux Blancs. Pourquoi vous voulez m'arrêter? Non, président, allez-y profitez. Toute réforme agraire qui est basée sur la volonté de reconnaître le moindre droit. Écoutez bien, moi je vous dis une chose. Voici mon principe. Les Sud-Africains blancs sont chez eux s'ils acceptent leur crime originel. D'accord. Et ils sont disposés à le réparer. Parlons-nous bien. À le réparer. Ça, c'est la base de la discussion. Par principe, je ne vais pas demander qu'on les ramasse, on met dans l'avion, ils rentrent chez eux. Je dis bien, par principe. Mais au cas où ils font ce qu'on est en train de voir faire là, ils bombent leur poitrine. Ils disent qu'ils sont les enfants, ce sont les Japheth, descendants des Japheth. Ils sont les élus, les cousins des Juifs. Je vous dis, aucune réforme, la moindre réforme en Afrique du Sud, qui considère que les Huguenots sont dans leurs droits, c'est un crime contre l'humanité. La réforme, c'est pour les millions d'Africains, de Sud-Africains, qui veulent la terre. Comme avant l'invasion et la colonisation des Huguenots. Oui, monsieur. Alors, quand vous parlez de Zimbabwe, vous dites que Mugabe était brutal. C'était sans... Vous êtes sérieux? Bon, ceux qui ne sont pas brutaux, quels sont leurs résultats? Les modérés là, les sages là, leurs résultats sont où? C'est où? Mugabe, vous voulez qu'il fasse quoi? On a fait Lancaster House. Comment? Les accords sont là, clair, noir et blanc. Signé. Quand le temps arrive, les blancs refusent de respecter. Mugabe fait quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? Comment?
son défaut, ça a été d'avoir, c'est que ses collaborateurs ne l'ont pas suivi. Ils ont transformé cette réforme agraire. On a changé, on a dépossédé les blancs. Non, on les a corrigés, on a repris ce qu'ils ont volé. Mais sauf que ce sont les élites du parti Mugabe qui ont récupéré. C'est ça le problème. Ça n'a pas profité aux Zimbabwéens. Tout à fait. Mais Mugabe était dans ses droits, il avait raison. Bien sûr, c'est clair. Hein? Il avait raison. Et puis en passant même l'élite là, c'est quand même des Noirs, ils sont chez eux. Ouais. C'est encore mieux. Ils sont chez eux. Ils ont profité, ils sont chez eux dans le pour les et puis ils sont chez eux. De quel droit un Guéno qui a quitté son pays, il est venu coloniser un territoire, arracher les terres des gens, massacrer la population, estime que c'est sa terre. C'est le Far West ici. Et c'est ce qu'on oublie souvent. Ça, c'est le Far West. Ce qu'on oublie parfois de mentionner. La brutalité avec laquelle ces derniers se sont imposés. Non, on voit Mugabe. Les Africains sont très forts pour ça. Les Africains sont très forts pour ça. Très forts pour ça. Refermant présent. Voilà, donc. On dit que non, Mugabe était violent. Il était violent, quoi. Alors, ma faute, ça va donner quoi? Ça va donner quoi? On verra. Tout à l'heure, on parlait de la ADC. Je vais vous dire les connexions qu'il y a entre Afrique du Sud et l'ANC. Ce qui explique que le chemin de fer se prend pour Dieu. Merci à vous, très cher monsieur. Le temps d'une transition, on évoque la situation à Goma et on entrera avec vous, professeur Jean-Paul Bellec. La transition que nous proposons.